Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Dans la présente vidéo, je parlerai de la géopolitique de l'Amérique latine. Ce sera la 8e vidéo de la série intitulée « Géographie et puissance des États » dans laquelle je décris les forces et les faiblesses des principales civilisations du monde actuel. L'Amérique latine est un continent naturellement isolé qui, dans le passé, a joué un rôle relativement effacé dans l'histoire de l'humanité. Complètement ignoré du reste du monde à l'époque des Mayas, des Aztèques et des Incas, l'Amérique latine a subi les contre-coups des grands événements qui se produisaient en Europe ou ailleurs, mais sans jamais y participer ou presque. L'épopée napoléonienne, la révolution industrielle, les deux guerres mondiales et la guerre froide l'ont profondément influencé, mais sans la tirer de sa torpeur. Pour donner un seul exemple frappant, la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait périr 24 millions de citoyens soviétiques et 20 millions de Chinois, a tué un grand total de 2000 Brésiliens et moins de 1000 Mexicains, et ça, c'est malgré le fait qu'une dizaine de pays latino-américains étaient officiellement en guerre contre les forces de l'Axe. La nature relativement pacifique des pays d'Amérique latine s'est exprimée dans le recours au Vatican pour décider en 1881 des frontières entre le Chili et l'Argentine dans l'extrême sud du continent. Mentionnons aussi le traité de Tlatelolco de 1967 qui visait à bannir les armes nucléaires de l'ensemble de l'Amérique latine. Le fait d'éviter systématiquement les guerres et leur destruction devrait logiquement permettre à l'Amérique latine d'accumuler peu à peu de la puissance au point de devenir un jour une nouvelle superpuissance. Or, cela n'est pas le cas, puisque, comme nous allons le voir dans la présente vidéo, tant la géographie, le climat que la culture du continent conjuguent leurs effets pour l'appauvrir et l'empêcher de devenir puissant. Comme je l'ai montré dans mon livre de géopolitique qui est disponible sur Amazon.ca, la puissance d'un État dépend énormément de l'accumulation sur plusieurs générations des petits profits qu'ont fait ces travailleurs et ces entrepreneurs en utilisant systématiquement les lignes droites et les surfaces plates et de basse altitude. Pour devenir puissant, un État doit surtout développer son économie en se servant le plus efficacement possible de ses fleuves navigables et de la surface plate et sans obstacle des mers et des océans. Géographiquement, l'Amérique latine est située très au sud par rapport aux grandes puissances industrielles de l'Amérique du Nord et de l'Europe et très loin de celles de l'Asie. L'Amérique latine est également isolée du reste du monde par deux immenses océans vides comme le Pacifique et l'Atlantique Sud, sur lesquels on trouve d'ailleurs très peu d'îles habitables. Et on n'a pas parlé de l'Antarctique qui est complètement désert. Dans les faits, le continent le plus proche de l'Amérique latine est l'Afrique noire, qui est, comme je l'ai montré dans la 7e vidéo de cette série, le continent le plus fermé du monde. Cet éloignement naturel des principaux marchés du monde augmente de façon significative le coût des importations et des exportations des pays latino-américains. Si on fait exception des Caraïbes, l'Amérique latine a un aspect massif, avec une ligne de côte très courte, où on trouve très peu de baies où il serait facile et rentable de construire des ports de mer. À ça s'ajoute le fait que le cap Horn, qui contourne le continent par le sud, est pratiquement non navigable, surtout dans le sens est-ouest, à cause des tempêtes qui y soufflent en permanence. Bien sûr, il y a le détroit de Magellan, qui est situé un peu au nord du cap Horn, mais il est peu utilisé depuis la construction du canal de Panama, qui a réduit par exemple de 5000 km la distance à parcourir en bateau pour aller de New York à San Francisco. Sur son flanc ouest, l'Amérique latine est également isolée de l'Asie par une série de montagnes de sens nord-sud qui s'étirent du nord du Mexique jusqu'à la Patagonie, à quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres de la côte ouest, ce qui fait que les principaux pays latino-américains sont tournés vers l'océan Atlantique. La présence de ces montagnes côtières a une énorme influence sur le peuplement du continent, puisque, tant en Amérique centrale que dans le nord de l'Amérique du Sud,
la population a toujours préféré s'installer dans des vallées situées dans les montagnes plutôt que dans les jungles de la côte Est où pullulent les maladies tropicales et les animaux dangereux. Cette attirance pour les climats plus secs et frais a fait que de nombreuses métropoles de l'Amérique latine sont situées en altitude et loin à l'intérieur des terres. Je parle ici de villes comme Mexico, San José au Costa Rica, Bogota en Colombie, Cusco au Pérou ou La Paz en Bolivie. Dans le cas de la ville de Quito, qui est presque située sur l'équateur, on a ici une ville qui bénéficie d'un climat étonnamment frais. Il va sans dire que l'altitude de ces villes et l'obligation de franchir des montagnes pour atteindre les océans appauvrissent les pays de la région en augmentant les coûts de transport et les problèmes d'approvisionnement en nourriture, en eau et en énergie. Dans le domaine agricole, le dense peuplement des vallées de haute altitude a provoqué le développement d'une agriculture en terrasse qui nécessite un énorme travail d'entretien, en plus d'empêcher la création de vastes domaines agricoles extrêmement rentables, comme ceux du Midwest nord-américain par exemple. Une autre faiblesse, cette fois-ci politique de l'Amérique latine, est le fait que les réseaux de montagnes qui découpent son territoire y créent des pays naturels dont les économies regardent dans des directions différentes, ce qui a toujours nui à leur unification. Ce sont ces intérêts divergents qui, au début du 19e siècle, ont empêché de réaliser le rêve de Simon Bolivar, qui voulait unifier les pays de l'Amérique espagnole. Le Mexique, où la géographie s'ouvre en éventail vers le nord et où les montagnes sont orientées dans le sens sud-nord, se tourne principalement non pas vers les océans Pacifique ou Atlantique, mais vers le sud-ouest des États-Unis. Les pays de l'Amérique centrale, quant à eux, qui sont presque déserts sur leur côte atlantique, regardent plutôt vers le Pacifique. Le bassin Caraïbe, dont font partie les trois Guyanes, le Venezuela, la Colombie, le Belize anglophone, le Yucatan, de même que les grandes et les petites Antilles, a tout au contraire une économie qui se développe en direction de l'océan Atlantique. Quant aux pays andins, qui regroupent une partie de la Colombie, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie, leur commerce international est naturellement orienté vers le Pacifique. C'est la même chose pour l'économie du Chili. Il y a enfin les pays du cône sud de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le Brésil, qui sont tournés vers l'Atlantique, mais l'Atlantique Sud. Comme on peut le constater sur cette image, toutes ces régions se tournent naturellement le dos et n'ont donc pas intérêt à s'unir. Avant d'aller plus loin, convient de faire quelques remarques importantes concernant la notion de frontière. Comme je l'ai expliqué en détail dans mon livre sur la géopolitique, la frontière est un outil économique essentiel et absolument universel qui sert à partager les ressources d'un territoire donné entre les membres d'une même espèce. Ce sont les frontières qui, dans chaque espèce, empêchent la destruction ou le gaspillage des ressources essentielles dont dépend la survie de chaque individu ou de chaque tribu de cette espèce. Insistons ici sur le fait que presque partout, les membres des autres espèces vivantes sont laissés libres de traverser les frontières imposées par une espèce donnée. C'est surtout vrai quand il s'agit de proies. Autrement dit, si, sur un territoire donné, il existe 1000 espèces vivantes différentes, on y trouvera 1000 réseaux superposés de frontières. La plupart des espèces possèdent des frontières naturelles et des frontières artificielles. Pour chaque espèce, les frontières naturelles sont habituellement situées sur des territoires sans valeur ou sur des obstacles naturels qui sont difficiles à franchir, comme par exemple des mers, des fleuves, des rivières, des montagnes, des marais ou des déserts. Quant aux frontières artificielles, elles sont situées sur des territoires riches et convoités qui sont défendus contre toute intrusion étrangère de la part de concurrents appartenant à la même espèce. Chez les animaux, ces frontières artificielles sont souvent délimitées par des signaux odorants, par exemple avec de l'urine.
Dans le cas des habitants de l'Amérique latine, les frontières les plus stables des pays se situent souvent sur des obstacles naturels difficiles à franchir ou à occuper, comme les océans ou la forêt amazonienne. Notons ici que l'Amazonie est si gigantesque et difficile d'accès qu'elle est administrativement divisée entre plusieurs pays qui ont pu en accaparer une partie. Parlons maintenant du peuplement de l'Amérique latine. Tout a commencé avec l'arrivée sur le continent de colons venus de l'Asie du Nord-Est, puis de l'Amérique du Nord, il y a au moins 15 000 ans. Quand on parle des Amérindiens, il vaut mieux corriger dès le départ certains préjugés idylliques les concernant. Disons pour commencer qu'il s'agissait de chasseurs et non pas d'écologistes naturels, puisqu'on sait que leur arrivée en Amérique a coïncidé avec la disparition d'une partie importante de ces animaux de grande taille. Parmi ceux-ci, il y avait les mammouths, les mastodontes, les tigres à dents de sabre, les ancêtres du cheval, etc. Nous savons également qu'ils avaient l'habitude de mettre le feu aux prairies nord-américaines de façon à faire fuir des troupeaux de bisons vers des falaises où ils tombaient en masse, ce qui provoquait souvent une hécatombe ou un gaspillage important de viande. Les Amérindiens n'étaient pas non plus des pacifistes, puisque dans toutes leurs tribus, les guerriers représentaient une caste importante. Leurs tribus se faisaient régulièrement la guerre, soit pour se voler des territoires, soit pour faire des esclaves. Notons en passant que le mot tomahawk, tout comme le mot scalp, sont des mots d'origine amérindienne. De toute façon, nous possédons des codex dessinés par les Mayas et les Aztèques eux-mêmes qui montrent les tortures et la mise à mort de prisonniers à qui on arrachait le cœur pendant qu'ils étaient encore vivants. Nous avons aussi les pyramides et les pierres du sacrifice qu'avaient les Aztèques et les Mayas et où ils immolaient régulièrement des êtres humains. Quant aux Incas, nous avons les momies des enfants qu'ils sacrifiaient régulièrement à leurs dieux, etc. Tout cela est désormais prouvé hors de tout doute possible et signifie simplement que les Amérindiens étaient des êtres humains comme les autres et des êtres humains qui vivaient encore à l'âge de pierre. Remarquons qu'avant la venue de Christophe Colomb, les trois grandes civilisations précolombiennes, Mayas, Aztèques et Incas, connaissaient leurs existences réciproques et commerçaient entre elles sans jamais chercher à s'unifier. De toute façon, le monde maya, dont la civilisation s'est effondrée des siècles avant la venue des Espagnols, s'est consumé dans de longues guerres fratricides sans jamais parvenir à former un empire ou un peuple en bonne et due forme. Quant à l'empire Inca, qui était très vaste, il est toujours resté juché sur ses plateaux andins sans chercher à s'étendre du côté de la forêt amazonienne qui était pourtant toute proche. Autre chose, avant l'arrivée de Colomb, les Amérindiens, en 15 000 ans, avaient eu tout le temps de peupler les trois Amériques à capacité. Comment se fait-il alors qu'ils ne représentent plus de nos jours que quelques pourcents de la population, notamment en Amérique du Nord? La propagande moderne répond à cette question en disant que les Autochtones ont tout simplement été massacrés par les colonisateurs européens. S'il y a eu effectivement de nombreuses guerres et combats opposant les Autochtones aux colons européens, il est par contre évident qu'il était alors impossible de conquérir avec des fusils à un coup un immense continent boisé où vivaient des millions de guérilleros nés. Quant à l'Amérique latine, elle était alors défendue par des armées comptant plusieurs millions de soldats aguerris. Quand les Amérindiens ont vu débarquer chez eux Colomb et ses successeurs, ils se sont dit avec beaucoup de bon sens que cette petite poignée d'aventuriers venait de très loin et que, à long terme, il serait facile de les vaincre en dépit de leurs armes supérieures. Les Autochtones continuèrent donc à s'entretuer dans leurs guerres locales, ce qui a beaucoup facilité leur conquête par les Espagnols. Aussi bien les Autochtones que leurs conquérants ne pouvaient pas se douter de ce qui allait vraiment se produire, car ce qui devait exterminer les Amérindiens, c'étaient les épidémies qui venaient de l'Ancien Monde
et que transportaient en eux, sans le savoir, les colonisateurs européens. Les Amérindiens, qui descendaient d'un très petit nombre de colons venus des territoires glacés du nord-est de l'Asie, avaient été isolés pendant des dizaines de millénaires des épidémies qui apparaissaient régulièrement en Europe ou dans l'Asie et dans l'Afrique tropicale. Lors de chacune de ces épidémies, les habitants de l'Ancien Monde mouraient en masse en laissant derrière eux tous ceux qui avaient par hasard une immunité naturelle à la nouvelle maladie. Et c'étaient ces survivants immunisés qui repeuplaient par la suite leurs territoires ancestraux en léguant à leurs descendants leur immunité naturelle. Ce processus évolutif s'est reproduit des dizaines de fois au cours des millénaires, avec pour résultat que quand Colomb est arrivé en Amérique, lui et ses successeurs ont lâché sur le continent des dizaines de maladies mortelles comme la grippe, le choléra, la variole, la rougeole, la malaria ou la tuberculose. Des maladies qui ont ensuite été répandues par les Autochtones eux-mêmes en empruntant les réseaux commerciaux qu'ils avaient développés et qui couvraient l'ensemble des 3 Amériques. Résultat, les populations autochtones d'un territoire aussi éloigné que l'Alaska se sont effondrées plus de 2 siècles avant l'arrivée des premiers Européens. Ajoutons qu'au moment même où les populations autochtones s'effondraient dans le Nouveau Monde, celles de l'Ancien explosaient par suite de l'adoption rapide, surtout en Europe, d'une foule de plantes alimentaires développées par les Amérindiens, par exemple le maïs, la patate, la tomate, les courges, le manioc, etc. Aux Autochtones de sang pur qui avaient jadis colonisé les 3 Amériques en se déplaçant dans un sens nord-sud, a alors succédé un fort mouvement d'émigration de sens est-ouest qui partait d'un continent pauvre et surpeuplé comme l'Europe pour aller peupler les 3 Amériques qui étaient vides et riches. Il vaudrait mieux dire ici que les 3 Amériques avaient été vidées de leurs habitants par les épidémies. Notons ici qu'en Amérique latine, cette immigration de masse était surtout composée d'hommes, c'est-à-dire de beaucoup de soldats et d'aventuriers de toutes sortes. Cela allait être important pour la suite des choses, étant donné que l'effondrement démographique des Autochtones de sang pur, qui se poursuit de nos jours en Amazonie, a alors été partiellement compensé par les unions de Blancs avec des femmes autochtones qui ont produit des métis possédant les immunités naturelles dont ils avaient besoin pour survivre. De nos jours, ces métis représentent le fond du peuplement de la plupart des pays situés entre le nord du Mexique et le sud de la Bolivie et du Paraguay. Puisque nous parlons des axes de peuplement, signalons qu'entre le 16e et le 19e siècle, le Mexique colonial a suivi les axes sud-nord de sa géographie et a entrepris le peuplement de la partie sud-ouest des États-Unis actuels. C'est pour ça qu'on y trouve de nos jours une foule de noms d'origine espagnole comme Los Angeles, San Francisco, Nevada ou Colorado. Or, ce mouvement de population de sens sud-nord a été complètement submergé par l'immense vague de peuplement européen de sens est-ouest qui, au milieu du 19e siècle, a permis aux Américains de s'emparer du Texas et de tous les futurs États du sud-ouest des États-Unis actuels. Plus intéressant encore est le fait que, dans la deuxième moitié du 20e siècle, l'arrêt presque total de la vague d'immigration européenne de sens est-ouest a permis aux Mexicains de reprendre, dans un sens sud-nord, la conquête de leurs anciens territoires mexicains. Un autre cas intéressant est celui du bassin Caraïbe, qui est une des régions les plus découpées du monde et où, par conséquent, il est facile de pénétrer, ce qui fait que les épidémies ont eu vite fait d'y exterminer les indigènes. Comme il s'agissait d'une région où poussaient des produits tropicaux comme le sucre qui étaient en forte demande en Europe, le peuplement des Caraïbes a subi de profondes métamorphoses au cours des derniers siècles. Aux Autochtones en voie d'extinction ont en effet succédé des colons d'ascendance européenne qui sont encore aujourd'hui largement majoritaires dans de grandes îles comme Cuba et Porto Rico. Dans le reste de la région,
Les Noirs et les mulâtres allaient par contre devenir majoritaires dans tous les pays où l'économie était basée sur les plantations et l'esclavage. Dans cette région stratégique, où le climat tropical était complémentaire de celui de l'Europe tempérée, les grandes puissances de l'Europe atlantique ont toutes cherché à s'enrichir en s'emparant du plus d'îles possible. L'histoire de la région a été si violente et mouvementée que, par exemple, une île comme Saint-Eustache, dans les Petites Antilles, a changé de propriétaire à 22 reprises. La complexité ethnique et linguistique de la région est restée telle qu'elle n'a jamais pu être unifiée. Pour ce qui est de ce qu'on appelle le cône sud de l'Amérique latine, c'est-à-dire de la région qui comprend le Chili, l'Argentine, l'Uruguay et le Brésil, et où le climat ressemble à celui de l'Europe, les Blancs sont vite devenus largement majoritaires et le sont restés. De toute façon, cette région est séparée du reste de l'Amérique latine par la forêt amazonienne, en plus d'être naturellement tournée, comme nous l'avons dit, vers un océan vide comme l'Atlantique Sud. Point de vue linguistique, le fait que l'espagnol domine la majeure partie de l'Amérique latine donne une fausse impression d'unité. Pour commencer, le Brésil parle portugais. Ensuite, si l'espagnol domine également le bassin caraïbe, Haïti parle désormais le créole, alors que le Belize, la Jamaïque et les Petites Antilles parlent plutôt l'anglais et le français, et parfois même le hollandais. En Amérique centrale aussi, l'espagnol domine partout, mais il est surtout parlé dans les villes, alors que dans les campagnes, il existe encore de vastes régions où des millions de personnes continuent à parler des langues amérindiennes. Ainsi, dans le monde maya, qui comprend le Yucatan, le Guatemala et le Belize anglophone, l'espagnol domine l'ensemble, mais sans avoir jamais réussi à éteindre les dialectes mayas. Dans la région andine, c'est encore plus compliqué, puisque l'Aymara, qui était parlé dans de vastes régions à la préhistoire, a facilement survécu à l'invasion de l'Empire Inca, dont la langue officielle était le Quechua. Dans cette partie du monde, l'espagnol ne fait que se superposer à ce substrat multiculturel, avec toutes les tensions nationalistes que cela suppose. Il existe plusieurs autres phénomènes culturels qui appauvrissent les pays de l'Amérique latine et qui les empêchent de s'unir et de devenir puissants. Le plus important de ces phénomènes est probablement l'anarchie qui y règne. Commençons par dire qu'au départ, la couronne espagnole avait développé un système de colonisation rationnel et standardisé qui était basé dans chaque province sur une capitale placée à un endroit stratégique, par exemple un croisement de routes. Au centre de cette capitale, il y avait une place d'armes, une plaza de armas, où on trouvait une cathédrale, un presbytère, le palais du gouverneur, les principaux édifices du gouvernement et une caserne militaire. Au moment des indépendances, chaque province a vu une caste de riches prendre le contrôle de l'État et de l'armée pour défendre ses intérêts aux dépens du reste de la population. Les dictatures qui se sont alors multipliées dans toute l'Amérique latine se sont servis de l'armée, non pas pour défendre les frontières du pays comme en Europe, mais pour contrôler la population. S'il y a eu plusieurs guerres entre les pays sur le continent, par exemple dans les cas du Paraguay et de la Bolivie qui ont été attaqués par leurs voisins, pour l'essentiel, les guerres en Amérique latine ont surtout été des guerres civiles qui opposaient les peuples à leurs gouvernants. Quant aux polices nationales, même de nos jours, on les voit souvent établir des barrages le long des routes pour fouiller des voitures particulières. Le profond mépris pour le peuple que révèle ce genre de contrôle sont un lointain héritage de l'époque coloniale au cours de laquelle des bandits comme Hernán Cortés et Francisco Pizarro massacraient, exploitaient et pillaient les Autochtones. C'est aussi un héritage de l'époque de l'esclavage, un système économique qui a été maintenu par la force jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle. Quand l'esclavage a finalement été aboli, les dictatures en place se sont contentées de se maintenir au pouvoir et de s'enrichir sans trop de se soucier de ce que faisaient les plus pauvres. Autrement dit, ils ont laissé s'installer l'anarchie.
Un de leurs trucs les plus utilisés, même de nos jours, était d'acheter la paix en s'entendant avec les groupes mafieux qui contrôlaient et rançonnaient les régions éloignées ou les quartiers populaires qu'on trouvait dans les environs des villes. Une corruption généralisée et pratiquement indéracinable s'est alors installée sur tout le continent. Une des conséquences de ce laisser-faire généralisé a été la naissance dans de nombreuses villes latino-américaines des fameuses favelas, ces immenses bidonvilles qui ont été construits sans aucun plan par les dizaines de millions de paysans qui, au cours du 20e siècle, ont quitté leur campagne pour aller s'installer dans les villes. Bâtis sur des collines abandonnées, la plupart des favelas sont devenus des labyrinthes de rues étroites et sinueuses où la police et l'armée ne pénètrent qu'avec une extrême prudence. Ces territoires hors la loi sont devenus si nombreux et incontrôlables que certains criminels ont pu s'y cacher pour échapper à la justice pendant des décennies. Cette anarchie coûte cher et fait qu'un pays comme le Brésil, par exemple, gaspille une partie importante de sa richesse pour faire fonctionner son économie. Commençons par dire que São Paulo, sa principale ville, est installée à l'intérieur des terres et derrière une chaîne de montagnes qu'il faut traverser pour atteindre la ville portuaire de Santos, qui, elle, est installée sur la rive de l'océan Atlantique. São Paulo est également rempli de collines et de rues aux courbes si nombreuses que le tout ressemble à un plat de spaghettis renversés. La ville est si laide et désorganisée qu'elle est couverte de graffitis et de favelas, en plus d'avoir des systèmes d'égouts, d'aqueducs et de distribution électrique d'une extrême complexité. On aurait tort de croire que les Brésiliens ignorent comment bâtir des villes aux rues rectilignes et se croisant à angle droit, comme c'est le cas de grandes villes industrielles comme Chicago et New York, où il est si facile de s'enrichir. En effet, les planificateurs brésiliens ont par exemple construit le centre d'une ville comme Belo Horizonte de façon à ce que ces rues se rencontrent à angle droit. Puis, quand cela a été fait, ils ont laissé la population libre de développer au hasard le fouillis de rues habituelles. Puisqu'on parle de la désorganisation qui appauvrit tant l'économie brésilienne, il me faut dire quelques mots sur ce que j'appelle la mentalité carnaval. Le peuple brésilien, qui adore le soleil, les plages, les belles femmes et le football, a pour coutume de tenir chaque année le fameux Carnaval de Rio, au cours duquel la population brésilienne s'adonne à tous les plaisirs. Si cet énorme carnaval a quelque chose de fascinant, il reste qu'il s'agit d'une fête de gaspillage qui, chaque année, désorganise pendant des semaines l'économie du pays. C'est si vrai que les gens issus des classes les plus pauvres consacrent souvent leurs économies de toute une année pour s'acheter les déguisements les plus extravagants. À toutes les causes d'affaiblissement de l'Amérique latine dont nous avons parlé dans cette vidéo, il faut ajouter le fait que ces pays les plus puissants sont des puissances continentales qui sont mal équipées pour s'opposer aux volontés d'une puissance maritime comme les États-Unis, qui domine totalement les trois Amériques et en leur imposant ses intérêts nationaux. On l'a bien vu en janvier 2026 avec l'invasion éclair du Venezuela par l'armée américaine. Ce sont par exemple les Américains qui ont creusé le canal de Panama au 19e siècle et qui se sont par la suite arrangés pour que l'autoroute panaméricaine, qui devait joindre l'Alaska à la Patagonie, ne soit jamais construite dans la région forestière du Darien qui se situe entre le Panama et la Colombie. Pour les Américains, la région du Darien sert à protéger le flanc sud du canal de Panama, un canal qui pour eux représente le point stratégique le plus important du monde. Ajoutons que les États-Unis possèdent des milliers de conseillers militaires au Panama et qu'ils ont convaincu son gouvernement de se débarrasser de son armée. Sur le flanc nord du canal de Panama, le petit Costa Rica n'a pas non plus d'armée nationale et pourrait donc facilement être envahi par les Américains si leurs intérêts vitaux étaient menacés dans la région. Tout cela confirme l'adage qui dit qu'il y a toujours une armée dans un pays. Si ce n'est pas l'armée du pays lui-même, c'est celle de son voisin.
Remarquons que, du point de vue géopolitique, le canal de Panama et la région du Darien ont pour effet de couper en deux l'Amérique latine dans un sens est-ouest. Dernière remarque, les États-Unis, qui craignent que le canal de Panama ne soit détruit au cours d'une guerre future, ne se montrent pas opposés au projet de pays comme le Nicaragua et le Mexique, qui songent à construire des canaux ou des trains qui viendraient faire concurrence au canal de Panama. Je conclurai cette vidéo en disant que l'isolement, la désunion et la désorganisation sont les principaux ennemis de l'Amérique latine. À long terme, ces défauts la condamnent à rester une simple dépendance d'une superpuissance maritime comme les États-Unis. En fait, cette partie méconnue de l'Occident continuera pendant encore très longtemps à augmenter la puissance de son voisin du Nord. Dans la prochaine vidéo, qui sera la 9e de la série, je parlerai justement de la géopolitique de l'Amérique du Nord. Je vous remercie à l'avance de liker cette vidéo, de la recommander à vos amis et de vous abonner à ma chaîne. C'est très important pour la diffusion de mes vidéos. À la prochaine!